Bonsoir les énigmates, et merci d'être là encore une fois. Si vous découvrez la chaîne aujourd'hui, bienvenue. Ici, on ne raconte pas des histoires pour faire peur, on les démonte, on les analyse, et parfois on se rend compte que la réalité est bien plus dérangeante que la fiction. Et pour les habitués, ceux qui sont là depuis longtemps, merci pour votre fidélité. Plus de 70 émissions sont déjà disponibles sur la chaîne, et chacune participe à la même question: qu'est-ce qu'on nous dit et surtout, qu'est-ce qu'on ne nous dit pas? Ce soir, on va s'attaquer à une affaire qui refuse obstinément de mourir. Une histoire qui revient cycliquement, malgré les démentis, malgré les disparitions de témoignages, malgré les silences très organisés. Une histoire qui parle de soldats, de montagnes afghanes, d'une grotte et d'un être qui, selon plusieurs récits concordants, n'aurait jamais dû exister, le géant de Kandahar. Mythe de l'internet pour certains, légende urbaine pour d'autres, mais quand trop de détails se recoupent, quand trop de témoins racontent la même chose sans jamais se connaître, la question n'est plus « est-ce que c'est vrai ?» La question devient « pourquoi faire autant pression pour que ça disparaisse ?» Installez-vous avec un petit chocolat chaud, on reprend le dossier depuis le début et vous allez voir que cette fois ça va beaucoup plus loin que ce que vous imaginez. Vous êtes en Afghanistan en 2002 et vous êtes appelé dans une région extrêmement reculée parce qu'une patrouille a disparu. Oui, disparu comme un chausson sous le canapé. Nous sommes à Kandahar, région située dans le sud de l'Afghanistan, à environ 700 km au sud-ouest de la capitale Kaboul. C'est la deuxième plus grande ville du pays et un carrefour stratégique, historique, sur la route qui relie l'Afghanistan au Pakistan. Elle se trouve dans une vaste plaine, entourée de montagnes, notamment les contreforts des Hindou-Kouch, ce qui en fait un mélange de vallées ouvertes et de reliefs accidentés. Le climat y est aride et semi-désertique, avec des étés très chauds jusqu'à 45 degrés et des hivers relativement doux, mais secs. La région connaît peu de précipitations annuelles, ce qui crée un paysage poussiéreux et rocailleux. Beaucoup de zones sont quasi inaccessibles par véhicule, ce qui explique pourquoi des patrouilles militaires peuvent disparaître rapidement si elles s'aventurent hors des axes connus. La région autour de Kandahar est très peuplée dans les villes et les villages, mais les zones montagneuses sont quasi désertiques. C'est un terrain où la connaissance locale, pour les sentiers, les grottes et les cachettes, donne un avantage énorme aux habitants ou aux insurgés. Cela ajoute au caractère dangereux et isolé de la zone. Au printemps 2002, quelque part dans ces montagnes, une patrouille militaire américaine s'évapore sans laisser de traces. Quelques heures plus tard, une unité des forces spéciales envoyée pour les retrouver tombe sur quelque chose d'inattendu, totalement décalé de notre réalité. Une de ces découvertes qu'on enterre presque instantanément. Les canaux officiels classent l'affaire comme pure fiction et les témoins sont réduits au silence. L'histoire raconte que cette unité des forces spéciales, les fameux Green Berets, les bérets verts, tombe sur une créature dans une grotte et la combattent carrément. Alors que s'est-il réellement passé dans cette grotte isolée et pourquoi, des décennies plus tard, les enquêteurs se heurtent toujours à des murs de béton bureaucratique? Le mystère n'a jamais disparu, mais aujourd'hui, de nouvelles informations nous obligent à affronter une réalité glaçante. Le mystère du géant de Kandahar est enfin éclairci, et c'est pire que ce qu'on imaginait. L'opération Enduring Freedom bat son plein.
Les forces de la coalition balaient les terrains accidentés, débusquant les bastions talibans et les restes d'Al-Qaïda. La plupart des missions se déroulent prévisiblement, entrer, fouiller et ressortir. Mais cette fois, cela se terminera par un silence radio, et là, ça change tout. Une escouade d'infanterie américaine se déploie près des montagnes, juste à l'extérieur de Kandahar, l'une des zones les plus chaudes du conflit. L'objectif est simple, patrouiller une route d'approvisionnement fréquemment utilisée par les insurgés. Les heures passent, puis une journée entière, sans aucun contact de l'équipe sur place. Tentative de communication radio, échec. Reconnaissance aérienne, rien. Aucun signe de mouvement, aucun appel à l'aide, l'inquiétude est grandissante. Le commandement mobilise alors une unité des forces spéciales, Tier 1, élite des élites formée pour les missions à haut risque. Et ce qu'ils découvrent, même ces militaires hautement qualifiés et entraînés, en sont secoués. Arrivés aux dernières coordonnées connues, ils trouvent des équipements éparpillés sur le flanc de la falaise. Pas simplement abandonnés, mais déchiquetés. Gilets tactiques lacérés, traces de traînées, et pourtant aucun sang, aucun corps, aucun signe de combat. L'endroit est étrangement silencieux, pas le genre d'atmosphère habituelle pour cette région. La scène se passe aux abords d'une grotte. Le protocole standard s'engage, prudence maximale. Les soldats se déploient, armes au poing, l'un d'eux s'avance à l'intérieur, et là, le choc. Des os humains brisés et des restes de matériel militaire américain. L'histoire officielle s'arrête ici. Le département de la Défense ne reconnaîtra jamais la disparition de cette escouade. Aucun nom, aucun rapport publié, mais les rumeurs, celles-ci persistent, de base en base, anonymement en ligne, compilées par des chercheurs indépendants. Tous ont la même version. Les hommes ont croisé quelque chose qui n'aurait jamais dû être là. Le mystère du géant de Kandahar ne débute pas avec le géant lui-même. Il commence avec l'armée américaine cherchant ses propres hommes, perdus dans l'un des terrains les plus hostiles du monde, et découvrant quelque chose de bien pire que des insurgés. Ce qui aurait dû être une mission de sauvetage devient un cauchemar classifié. Alors, qu'y a-t-il dans cette grotte que personne ne veut évoquer ? Entrer dans une grotte est risqué. Les forces spéciales ignorent qui peut se cacher dans l'ombre. Et les signes sont déjà inquiétants. À l'entrée, uniforme déchiré, canon de fusil cassé, morceaux d'équipement de communication éclatés, ce n'est pas un abandon précipité, quelque chose à tout démonter violemment. Mais toujours aucun corps. Juste des fragments comme si quelqu'un avait avalé les hommes disparus et effacé le reste. Un soldat repère alors un éclat métallique plus profondément, un M4 coincé dans la paroi plié en deux. À ce stade, une enquête scientifique aurait dû s'imposer, mais ce qui arrive ensuite rend tout le reste insignifiant. Plus loin, des os humains. Des fémurs longs, des crânes fêlés, des côtes arrachées comme des feuilles en papier. Éparpillés, sans ordre, comme jetés après un repas. Un repas que personne ne veut commenter. Plusieurs os portent des marques de morsure ou d'écrasement bien trop grandes pour un prédateur local. Ni loup, ni puma, ni même les talibans n'auraient fait ça. Puis, d'après les témoins, une silhouette émerge du fond de la grotte. Debout, rapide, silencieuse et humanoïde. Mais grotesquement déformée, des membres longs, une peau desséchée, des cheveux rouges épais tombant sur le visage et le corps. Et elle tient un genre de lance massive. 6 doigts par main, les yeux grands et légèrement luminescents dans la pénombre, et elle attaque sans hésiter. En quelques secondes, un soldat est empalé, que l'on appelle Radan, avant que le reste de l'équipe ne réagisse. Suit un déluge de balles, M4, pistolet, fusil de précision antimatériel M82 du calibre 50. En termes de puissance, c'est un monstre. Une seule balle traverse un véhicule léger ou un mur épais. Et contre un humain, eh bien, c'est catastrophique. Et il faut presque toute la puissance de feu pour abattre la créature. Ce n'est pas une hallucination, ni un animal mal identifié, ni une embuscade talibane. Non, c'est autre chose. Un monstre, un géant, caché dans les montagnes de Kandahar depuis toujours. Mais, au lieu d'une simple évacuation médicale pour Dan, ou d'un débriefing pour l'équipe, ce qui arrive, c'est un hélicoptère CH-47 Chinook. Grand, imposant, capable de transporter de lourdes charges.
Et surprise, pas un seul médecin ni membre de l'équipage de soutien à bord. Non, ceux qui descendent ne portent ni écusson, ni insigne, pas de questions, pas de bavardage, ils sont là pour une seule chose, récupérer le corps. Alors, on va faire une pause sur ce récit pour faire un zoom sur cet hélicoptère. Pourquoi cet engin, et au bout de combien de temps arrive-t-il sur les lieux? Les témoignages ne donnent aucune durée chiffrée, mais ce silence est loin d'être anodin. Dans l'Afghanistan de 2002, un CH-47 Chinook ne décolle pas sur un coup de tête. C'est un appareil lourd, mobilisé pour le transport de troupes en masse, l'extraction de matériel ou la récupération de charges non conventionnelles. L'hélicoptère arrive dans un délai relativement court, probablement entre 1 et 3 heures après l'incident. Pourquoi? Parce que la zone est active militairement, l'opération Enduring Freedom est en cours, l'opération de liberté durable, et surtout parce que la réponse envoyée sur place correspond parfaitement aux besoins réels, mais pas à celui déclaré, c'est-à-dire le militaire esquinté. S'il s'agissait simplement d'un soldat mort ou blessé, un medevac standard aurait été envoyé. Le choix de Chinook suggère que la masse ou le volume à extraire est connu à l'avance. Donc, ce n'est pas une réaction improvisée, c'est une réponse calibrée. Alors, qui alerte la base et que dit réellement le message? L'alerte part forcément du terrain, soit le chef d'équipe ou le commandement intermédiaire, via la radio cryptée ou la liaison satellite. Mais ce qui dérange, ce n'est pas qui appelle, c'est ce qui est dit. Dans une situation classique, le message aurait été « Contact ennemi, un KIA, extraction demandée ». Alors KIA, c'est l'acronyme de Kill in Action, autrement dit « tuer au combat ». Or, la réponse reçue ne correspond pas à ce type de rapport. Le message transmis contient donc un élément déclencheur précis, possiblement la description physique anormale de l'ennemi, un code connu uniquement du commandement ou un protocole préexistant. Autrement dit, le terrain ne demande pas quoi faire, il signale ce cas précis, et la base comprend immédiatement. Et ces hommes sans insigne, qui sont-ils vraiment? C'est probablement l'élément le plus dérangeant de tout l'épisode. Ces hommes portent des uniformes neutres, aucun écusson, aucune identification, ils ne parlent pas, ils ne posent aucune question, et ils ne réagissent pas émotionnellement. Ils ne se comportent ni comme des médecins, ni comme un équipage classique, ni comme une unité de soutien. Il s'agit certainement d'un détachement compartimenté, probablement rattaché à une structure interagence ou à un programme classifié à accès extrêmement restreint. Ils arrivent sur les lieux. Ils sont déjà informés, avec un protocole clair et une seule mission, récupérer le corps. Les témoins diront qu'ils manipulent le corps comme s'ils l'avaient déjà fait. Ce n'est pas une réaction à l'inconnu, c'est une procédure. En recoupant ces éléments, 2 hypothèses pourraient émerger. La première hypothèse est que le protocole est préexistant, donc il existe déjà pour ce type de découverte, rare, classifié, mais pas inédit. La seconde hypothèse concerne l'entité biologique non conventionnelle, pas forcément un géant biblique, mais quelque chose qui sort des cadres connus, nécessitant une récupération discrète, un confinement et un effacement immédiat des traces. Même les soldats sur le terrain ne sont pas censés comprendre ce qu'ils ont vu. Ils exécutent et d'autres nettoient. Un mythe ne déclenche pas une telle machine. Et c'est peut-être ça le cœur du problème, mais reprenons le récit. L'équipe place le cadavre du géant sur une plateforme filetée sous le Chinook. Les témoins rapportent que l'équipage manie le corps avec une précision presque trop professionnelle, comme si ce n'était pas leur première rencontre avec un géant rougeâtre et effrayant. L'appareil décolle, et c'est la dernière fois que les soldats voient la créature. Puis arrivent les accords de non-divulgation. Avant de retourner à leur base, chaque membre de l'équipage est séparé, interrogé individuellement et contraint de signer une pile de documents. Selon un ancien soldat, qui parlera plus tard à un enquêteur indépendant, ces accords de confidentialité sont musclés. Ils ne se limitent pas à interdire de parler de l'événement, ils empêchent même de reconnaître qu'une mission ait eu lieu. Une parole de trop, et tu perds tout. Certains refusent de signer. Le transfert est immédiat, congédiés ou affectés dans des postes obscurs. Ceux qui acceptent sont informés, l'incident n'a jamais existé et Dan ne figurera sur aucun registre officiel des morts au combat.
À ce jour, aucun document militaire ne confirme la mort d'un soldat correspondant à sa description dans cette région à cette date. Mais le silence ne tient jamais éternellement. Un des médics ayant participé à la post-mission a apparemment enfreint le protocole. À voix basse, à un autre soldat, il dit simplement « ça existe ». 2 mots. Pas besoin de plus. La rumeur se propage dans les rangs comme une traînée de poudre, les rumeurs deviennent légendes, mais la vérité, celle des faits bruts, reste enfermée derrière le silence gouvernemental, les journaux de vol ont disparu et les rapports de terrain sont manquants. Les chercheurs indépendants et les vétérans curieux n'ont jamais cessé de chercher. Si le géant est réel, et il l'est clairement, pourquoi le gouvernement a-t-il enterré les preuves avec autant d'acharnement ? Couvrir des fichiers officiels tout en laissant quelques pistes ouvertes est un vrai jeu de cache-cache. Dès que les murmures commencent à filtrer dans le public, les canaux officiels entrent en action. Le département de la Défense nie tout engagement de ce type. Pas de patrouille disparue, pas de combat classifié, et certainement aucun soldat nommé Dan mort dans des circonstances mystérieuses. En bref, l'événement est classé fiction Internet, mais ces démentis ne font qu'alimenter la curiosité. Ces chercheurs indépendants déposent des dizaines de demandes d'accès aux informations, le fameux Freedom of Information Act, ciblant toute documentation sur le personnel disparu près de Kandahar en 2002, sur d'étranges récupérations biologiques ou sur des missions spéciales dans des grottes. La réponse est presque toujours la même, aucun dossier trouvé, et c'est justement ça qui est suspect. Les engagements militaires sont toujours documentés, même si ce n'est pas pour le public. Rapports internes, journaux de vol, dossiers médicaux, même les opérations noires laissent des traces. Ici, il n'y a rien. Pas de fichiers, même pas partiellement expurgés. Et puis, il y a les incohérences. Dans une réponse FOIA, équivalent à la liberté d'expression, un document mentionne brièvement une opération de récupération de personnel près de Kandahar en avril 2002, correspondant exactement à la chronologie. Le fichier est incomplet, interrompu avant que les noms ou les résultats ne soient listés. La requête est faite, mais plus aucun document. Retiré, reclassé, enterré plus profondément, impossible à savoir. Les plateformes de vérification, comme Snopes, un site web américain de fact-checking, interviennent pour démystifier l'histoire. Mais souvent, leurs arguments reposent sur l'absence de preuves, plutôt que sur la présence de contre-preuves. Un exemple, une vidéo virale sur YouTube prétend qu'un certain Michael Rodriguez est mort durant la mission. Snopes répond que non, il est mort ailleurs dans des circonstances classiques. Sauf que personne, dans l'histoire originale, n'a jamais mentionné ce nom. Bref, il réfute des affirmations qui ne sont même pas sorties. Même les analyses les plus détaillées n'existent pas à un point simple. Plusieurs sources militaires, à différentes époques et différents lieux, décrivent de manière indépendante la même séquence d'événements, 6 doigts, des cheveux rouges, de l'empalement, une puissance de feu écrasante. Si c'est de la fiction, c'est une fiction remarquablement cohérente. Les journaux de vol de Bagram Air Base, d'où le Chinook est censé transiter, montrent une interruption de 24 heures exactement pendant la période de l'extraction. Les logs s'arrêtent net. Aucun élément ne prouve l'existence du géant, mais tout pointe vers une conclusion. Quelqu'un fait tout son possible pour cacher la vérité. Au fil des ans, les sceptiques, car il y en a forcément, tentent d'expliquer le géant de Kandahar par le folklore local et le stress psychologique. Des soldats épuisés, des histoires amplifiées, une légende moderne. Mais ça ne suffit pas à expliquer ce qui s'est réellement passé. Pour comprendre pourquoi cette histoire a survécu plus de 20 ans, il faut examiner la machine à légende qui l'entoure. D'abord, l'angle ancien. La créature rouge, géante, estimée à 4,50 m, 6 doigts, ressemble étrangement aux Néphilim bibliques, ces êtres gigantesques décrits dans la Genèse et certains textes apocryphes, enfants des fils de Dieu et des humains, guerriers, parfois corrompus, destructeurs, et dévorant même des humains selon le livre d'Enoch. La ressemblance avec le géant de Kandahar est trop frappante pour être ignorée. La taille, l'appétit, la violence, la physiologie étrange. Ensuite, l'angle régional. Le folklore afghan regorge de récits de géants dans les grottes ou montagnes appelées Déo ou Ifrit,
que l'on retrouve notamment dans la saga de jeux Final Fantasy. Ce ne sont pas de gentils géants, ce sont des entités brutales, souvent cannibales, protégeant des lieux sacrés ou maudits. Les bergers du sud de l'Afghanistan transmettent ces histoires depuis des générations, décrivant des créatures aux cheveux rouges et agressives. Les soldats américains ont pu entendre ces récits, formant un cadre psychologique qui interprète le stress à travers le mythe. Enfin, le stress et le traumatisme donc, sous des conditions extrêmes, des soldats peuvent mal interpréter des événements ou amplifier des menaces. Mais cette théorie échoue, à plusieurs niveaux. D'abord, des éléments tangibles existent, les os, les âmes brisées, le corps récupéré. Ensuite, plusieurs soldats, à différents moments et à différents endroits, confirment la même description physique. Troisièmement, les hallucinations induites par le stress n'expliquent ni les logs de vols disparus, ni les blocages FOIA, ni le silence imposé par les accords de confidentialité. En clair, la mythologie ancienne et la psychologie expliquent pourquoi l'histoire résonne, mais pas pourquoi tant de détails s'alignent parfaitement. Si le géant de Kandahar n'est qu'un mythe, pas besoin de documents censurés et de personnes disparues, ni de murs d'enquête infranchissables. À mesure que les murmures se répandent au-delà du cercle militaire, des chercheurs indépendants, des journalistes et des cryptozoologues vont chercher à creuser. Certains anciens soldats, certains sceptiques, quelques croyants des Néphilim. Malgré des années de recherche, d'interviews et d'intérêt public, chaque investigation se heurte au même mur. La piste s'arrête toujours. L'une des premières tentatives publiques est faite par le cinéaste Larry Alan Marzulli. Dans sa série documentaire, il présente un soldat anonyme affirmant avoir fait partie de l'équipe de récupération. L'homme répète les détails connus, la patrouille disparue, la rencontre dans la grotte, l'empalement, l'exfiltration du corps du géant. Même si aucune preuve tangible n'accompagne l'interview, elle relance l'intérêt et devient l'une des sources les plus citées dans les forums et les médias alternatifs. Peu de temps après, des émissions paranormales comme Coast to Coast reprennent l'histoire, la diffusant à des millions d'auditeurs. De plus en plus de vétérans anonymes témoignent, racontant la même histoire avec une constance glaçante. Le même géant à 6 doigts, le même lieu, le même silence des commandements militaires. Malgré cette accumulation de récits anecdotiques, les journalistes, qui ont tenté de vérifier les faits, se sont heurtés à un mur. L'Epoch Times et plusieurs blogueurs indépendants cherchent des traces de personnel nommé Dan qui aurait pu mourir en Afghanistan en 2002. Résultat, des impasses. Aucun nom correspondant dans les bases de données ou des décès ne correspondant ni à la région ni à la chronologie de Kandahar. Certains suggèrent que Dan n'est qu'une invention pour masquer l'identité du vrai soldat mort ce jour-là. Des forums militaires en ligne, comme Above Top Secret et Reddit/Military, recensent des messages d'anonymes prétendant avoir participé ou avoir connaissance de l'affaire. Mais là encore, aucune vérification concrète n'est possible, car les comptes sont jetables et les informations effacées immédiatement. Pourtant, la cohérence des détails à travers ces plateformes montre clairement une chose. Il ne s'agit pas d'un simple canular. Plusieurs personnes, sur plusieurs années, décrivent le même incident, sans avantage évident pour elles. Puis, en 2016, un changement notable se produit. Les histoires qui circulent librement disparaissent. Des vidéos YouTube sont retirées, des billets de blog sont effacés, même certaines archives d'interviews précoces sont expurgées ou affichent maintenant des erreurs. Comme si quelqu'un ou quelque chose voulait enterrer le géant de Kandahar une bonne fois pour toutes. Des vétérans, ayant auparavant raconté l'histoire, se sont rétractés ou se sont tus complètement. Pression d'anciens supérieurs, crainte d'avoir trop dit, disparition de la vie publique, le schéma est clair. Chaque tentative de preuve physique est soit bloquée, soit disparue, soit discréditée. Le géant de Kandahar pénètre un territoire que très peu de mythes modernes occupent. Non seulement non confirmé, mais activement effacé. Curieusement, plus le silence se fait épais, plus l'image se précise. Et si le vrai mystère du géant de Kandahar était encore plus effrayant, et pourrait en fait être bien en dessous de la vérité. Après avoir tout passé en revue, une chose est certaine. Le mystère du géant de Kandahar ne repose pas sur une simple rumeur isolée.
Trop de témoignages concordants, trop de silences coordonnés, trop de documents manquants pour que tout cela soit balayé d'un revers de main. Peut-être que ce qui a été rencontré en 2002 n'était pas un géant au sens mythologique. Peut-être s'agissait-il d'une anomalie biologique, d'une expérience classifiée ou d'un phénomène que nos grilles de lecture modernes peinent encore à définir. Mais une chose est claire, quelque chose s'est produit. Et la réaction des autorités en dit parfois plus long que n'importe quelle preuve matérielle. Car le véritable malaise n'est peut-être pas l'existence d'une créature de plusieurs mètres dans les montagnes afghanes. Le malaise, c'est de constater à quel point une information peut être neutralisée, enterrée, puis rangée dans la catégorie mythe, simplement parce qu'elle dérange. Aujourd'hui encore, l'histoire est traitée comme une fantaisie d'Internet. Pourtant, quand on suit la trace des témoignages, des logs absents, des vidéos supprimées, la question n'est plus pourquoi les gens croient aux géants. La vraie question, c'est qu'est-ce qui est suffisamment sérieux pour justifier autant de silence. Alors, mythe né du stress de la guerre ? Ou événement réel, maquillé en légende pour ne jamais être examiné publiquement. Une dernière hypothèse mérite d'être évoquée, même si elle dérange. Pas parce qu'elle est prouvée, elle ne l'est pas, mais parce qu'elle existe depuis bien plus longtemps que l'ère d'Internet. Dans plusieurs textes anciens, notamment bibliques et apocryphes, il est question d'être appelés les Néphilim. Des géants, décrits comme puissants, violents, et surtout dotés d'une longévité hors norme. Pas des immortels, mais capables de traverser les âges bien au-delà de ce que permettrait une biologie humaine classique. Ces récits parlent d'êtres qui auraient existé avant le déluge, et selon certaines traditions, dont des survivants ou des lignées auraient perduré après. On les retrouve sous différents noms, Anakim, Réphaïm, géants de Canaan, toujours les mêmes constantes, taille anormale, force extrême et disparition progressive, jamais totalement expliquée. Alors évidemment, il n'existe aucune preuve scientifique de l'existence des Néphilim, mais la question n'est peut-être pas là, la vraie question est celle-ci. Si un être ancien, isolé, marginal, survit pendant des siècles, voire des millénaires, à quoi ressemblerait son dernier témoignage dans notre monde moderne ? Une rencontre brève, violente, confuse, et oui, peut-être a-t-il perdu la boule à travers des siècles d'existence solitaire. Personne ne dit que le géant de Kandar est un Néphilim, mais l'hypothèse a le mérite de rappeler une chose, les mythes ne naissent pas toujours du vide. Parfois, ils sont simplement ce qu'il reste quand une réalité est trop ancienne, trop dérangeante ou trop dangereuse pour être expliquée autrement. Merci de m'avoir suivi une nouvelle fois, pensez à liker, commenter s'il vous plaît, c'est aussi important pour visibiliser l'émission et la chaîne, et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À très bientôt sur Enigma et Mysterium.